semaine, la semaine encore d'après, donc on a ce cours-là, le cours d'après ensemble. Après, je serai remplacé par une autre doctorante. Parce qu'on ne doit pas dépasser un certain nombre d'heures par année, et moi je le dépasse si je continue à donner des cours. Du coup, en fait, ils m'ont carrément enlevé des cours. Du coup, vous aurez quelqu'un d'autre à partir de la semaine d'après prochaine. Voilà. Ok. Alors, la semaine dernière, j'ai distribué des plaquettes qui n'étaient pas bien datées à certaines personnes qui ont la plaquette, l'ancienne plaquette. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah, monsieur, Oui. Est-ce que vous avez une plaquette? La semaine dernière, j'étais pas là. Oui, je suis pas sûr. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est ça? Ouais. 1, 2, 5, parfait, merci. 1, 2, 3. Et après, je vais distribuer la plaquette de traduction. Oui. Hop. Merci. Mais d'abord que celle de. Non, mais la traduction, je le ferai là. Vous avez la. Allez, on va pouvoir commencer du coup. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un peu délicat. On va voir tout ce qui est objet, attribut du sujet, etc. Je vais suivre sur la même plaquette que vous. Alors, non, c'était arrêtez-vous. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais on avait fait ensemble l'exercice page 5, non, on a même fait beaucoup plus. La page 7, on avait fait, non? The how to have a right now, on avait corrigé. Oui, Ok. c'était les phrases. Aussi, on avait fait les interrogations, mais pas les. On n'avait pas fait la négation. Pas la négation. Ah, ok. On avait tout fait en interrogation, maintenant il faut qu'on fasse tout en négatif, ça. Allez, on va faire ça. Et ensuite, on va commencer un nouveau chapitre. Alors, you have a car, qu'est-ce que ça donnerait en négatif? You don't have a car. You don't have a car. Bon. Là, ça va, très bien. You have a car, ça donnerait you don't have a car. He is to arrive tonight. He isn't going to arrive. Pas forcément avec going, juste he isn't to arrive tonight. He is not to arrive tonight. C'est pareil, hein. Isn't, is not to arrive tonight, comme vous dites. Alors là, compliqué, oui? She doesn't have to hurry. Exactement, très bien. Celui-là, c'est un des plus compliqués de l'exercice. She doesn't have to hurry. Alors ma question, c'est ça. Pourquoi on n'a pas dit she has not to hurry? Oui? Parce qu'il ne faut pas qu'on conjugue le verbe, il faut conjuguer l'auxiliaire. Alors oui, déjà très bien. Bon, ça marche comme ça, oui. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez dit. On doit mettre do. Ici, on est d'accord, il n'y a pas de do dans la phrase, she has to hurry. Donc on est donc on auxiliaire do. Pourquoi on a rajouté do? Oui. Parce qu'on peut dire she does have, si c'est pas négatif. She does have to hurry, ouais, c'est une demande. Ou même question, does she have to hurry? Mais par exemple, on ne pourrait pas dire has she to hurry? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire des questions de négation? Do. Ben justement, normalement, on utilise un opérateur, c'est ce qu'on a vu, et have to, il ne veut pas être opérateur. C'est la règle. Du coup, on ne peut pas faire de questions avec, ni de négatif, on est obligé de mettre do. Parce que la règle, c'est ça. Quand on n'a pas d'opérateur dans la phrase, on met do pour faire des questions. Par exemple, I like cats, donc un opérateur. Do I like cats ou I don't like cats? C'est comme ça que ça marche. Quand il n'y a pas d'opérateur, vous mettez do. C'est bon ce genre d'opérateur ou pas? Vous voulez que je répète? Parfait. Donc, she doesn't have to hurry. Okay. They are working on it. Oui, au fond? Ouais. Très bien, ça
c'est ça que vous alliez dire, c'est bon? Ok, très bien. They are not working on it, ou they aren't working on it. Très bien. Nous, on préfère la version entière. They are not working on it. She seems to be tired. Oui. She doesn't seem to be tired. She doesn't seem to be tired. She doesn't seem to be tired. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi j'ai pas fait ça? She doesn't seem. Because when there are a prayer, we can choose, we can accord. Yeah, that's it. La troisième personne de she, normalement le verbe est à sa troisième personne au singulier, mais là c'est pas le cas. Là, une auxiliaire, c'est l'auxiliaire qui prend la troisième personne. Donc, she doesn't see. Maintenant, I did it. Oui. I didn't do it. I didn't do it. Simplement. Le problème, c'était que l'auxiliaire et le verbe, c'est la même chose. C'est le même verbe en fait. Do et do. Mais comme la semaine dernière avec une question en fait. Il y a la do it. Donc, I didn't do it. La 7. Oui. He may not stay up until 11. Parfait. He may not stay up until 11. Ok, ma question c'est ça. Pourquoi on n'y a pas ça? He don't may. Parce que c'est Maïs, un opérateur. Oui, parce que may c'est un opérateur et du coup s'il y a un opérateur mais pas don't. Mais plus largement, oui. May, c'est un modal. Voilà, très bien. Donc en fait ça se rejoint dans ce que vous avez dit. Les modaux sont des opérateurs. Donc, s'il y a un opérateur, on ne met pas don't. Don't, on met que s'il n'y a pas d'opérateur. Et donc, en fait, ça rejoint la règle générale des modaux, où quand il y a un modal, on met not derrière. Il met not, etc. C'est pour ça. C'est parce que c'est un opérateur déjà. La 8. Oui. He didn't get run over by a police car. Très bien. He didn't get run over by a police car. Très bien. He didn't get run over by a police car. Oui. Oh, but he hasn't got run over. He hasn't got. Là, du coup, la phrase de base, c'est He has got run over. Mais si vous voulez, si c'est la traduction, c'est pas très grave. Alors, la 9. Il n'y a pas de. Bon. Oui, pour la 9. I wasn't used to suck my thumb to fall asleep. Ah, là, c'est plutôt une question d'habitude. Là, c'est plutôt l'expression de quelque chose qu'on faisait avant et qu'on ne fait plus maintenant à used to. Il y a différentes façons d'utiliser used to en anglais. Je vais vous les montrer du coup, parce que c'est vrai qu'elles méritent d'être précisées. Alors, en anglais, le mot use. Il y a plein de façons d'utiliser, on va en voir que deux. Et ça. I'm used to walking a lot. Qu'est-ce que ça veut dire? I'm used to walking a lot, oui. J'avais l'habitude de beaucoup marcher. J'ai l'habitude de beaucoup marcher. Ah, j'ai l'habitude. Avoir l'habitude, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Be used to, toujours be used to ing. Be used to ing. En fait, tout I'm used to swimming. I'm used to eating spicy food. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire ça? I used to. Je le faisais avant. Exactement. Ça veut dire. J'avais l'habitude. Même pas je faisais l'habitude, je le faisais avant tout simplement. Je le faisais avant, maintenant je ne le fais plus. Ou alors, je peux toujours le faire dans un contexte spécial. I used to walk, avant je marchais. Vous voyez comme en français, avant je marchais. Je ne sais pas si je le fais encore maintenant, mais en tout cas, avant je marchais. I used to walk. En fait, used to, il y a deux façons d'utiliser. Soit vous mettez ing, soit vous mettez pluriel. Soit vous mettez be devant, soit vous mettez pas be. Oui? Used to, ça veut dire que c'est fini aussi. Bah ouais, techniquement oui, par exemple, imaginez, je sais pas, je suis pas en forme, je pourrais dire wow. To say I used to walk when I was younger, et dire que je marchais quand j'étais jeune. Oui, donc ça veut dire, normalement ça veut dire que c'est fini. Mais bon, pas forcément, mais là oui, ça veut dire que c'est fini. Donc là par exemple, on ne suce plus son pouce pour s'endormir. Comment on va mettre ça en négatif?
n'utilisez pas mon pouce pour m'entendre. Oui. I used not. Ça, c'était du coup, I used not to. Oui, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire I used not to, etc. Oui, vous pouvez faire ça. Mais là, il y a une autre solution. I didn't. Exactement. Alors, je sais ce que vous allez dire, mais c'est correct ce que je vais écrire. I didn't use to. Qu'est-ce qui vous choque alors que c'est correct? Oui. Les deux passés. Exactement, les deux passés. L'anglais n'aime pas les doubles formes, pourtant là c'est correct. Vous pouvez dire ça aussi, si vous préférez. Vous pouvez dire ça aussi si vous voulez. Mais techniquement, vous croyez pas, ça, c'est plus correct que ça. Comme on a eu l'explication, did I used to, c'est pareil. I didn't use to. C'est juste que, comme on l'a dit la semaine dernière, à l'oral, ça ne s'entend pas trop. I didn't use to, I didn't use to. Ça ne s'entend pas trop. Il y a une petite pause. I didn't use to, I didn't use to. Ça ne s'entend pas trop. Mais techniquement, c'est ça que tu voudrais dire. Ok, donc très bien pour la 9. Et la 10. Pas facile la 10. Non, pas doesn't have. They ought not to have arrived by now. Parfait. They ought not. En fait, ought, c'est un peu un modal dans l'idée. Donc il s'accorde, il se conjugue, il se fait négatif comme modal. They ought not to have arrived by now. Oui? Mais si on recherche, il n'est pas modal. Non? Pourquoi il n'est pas modal? Parce qu'un modal, c'est un seul mot. Ça, je voulais le garder dans quelques semaines, mais c'est pas grave. Les modaux, c'est que may, might, can. J'écris assez grand ou pas pour le fond? Oui? Ok. May, might, can, could. Shall, should. Must. Pas de passé. Will. Would, et j'espère que j'en oublie pas. Quand on parle de modal en anglais, c'est ça. C'est que ça. C'est que ça, les modaux. Quand on vous dit ought to, have to, be to, par exemple, on avait ça, hein, be to pour he is to write tonight, la 2. On avait tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des expressions à caractère modal. Je crois qu'on le verra pas ensemble sous ce mot-là, on le verra ensemble. Hein. Have to, be to, et tout ça on le verra ensemble dans quelques semaines. Ça, ce sont des modaux. Ça, ce ne sont pas des modaux. Ce sont des expressions à caractère modal. De toute façon, un modal, c'est un seul mot. Might, may, can. Là, on a déjà have to, deux mots. Be to, deux mots. Ought to, deux mots. Ce ne sont pas des modaux. C'est pour ça que quand on le recherche, ce n'est pas un modal. C'est parce qu'il se comporte comme un modal, alors que c'est une expression à caractère modal. Donc, attention à ça. Les modaux, c'est que ça, en fait. C'est simple. C'est que ça, les modaux. Après, on verra à quoi ils servent avec plus de détails dans quelques semaines. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Non? Parfait. Donc, nous, c'est jusqu'à 14h30, hein, c'est ça? Ouais, c'est peu compliqué avec les heures en ennemies, etc. Alors, si on n'a pas de questions, on passe au sujet suivant. Les verbes transitifs et intransitifs. Alors, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tellement. Alors, pour ceux qui veulent plus de renseignements, allez aux pages 6 et 8, 6 à 9 pardon, de Yo, de l'ouvrage Yo. Et pour l'instant, on va faire ça ensemble. Les verbes transitifs d'abord. Transitive verbs take an object direct or indirect. On s'arrête ici déjà. Déjà, on s'arrête ici. On vous dit qu'il y a des verbes qui sont transitifs. Ok. Les verbes, ils sont transitifs. La seule chose que ça veut dire, c'est qu'on peut mettre un objet derrière. C'est ça que ça veut dire transitif, c'est qu'il y a du transit entre le verbe et l'objet. On peut mettre un objet derrière. Et ça veut rien dire d'autre. Hein. Ça veut juste dire ça. Transitif, un objet derrière. Alors maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Si on peut mettre un objet derrière, c'est que ça peut être un COD ou un COI. Tout le monde est à l'aise avec COD, COI? Ok. Complément d'objet direct, c'est par exemple avec eat. I eat what? I eat food. Direct. Par contre, talk to whom? Talk to you.
indirect. Donc, il y a des transitifs directs et les transitifs indirects. Première famille de verbes, les transitifs, qui prennent un objet. Donc, regardez ce qu'ils ont fait là. La phrase 1, 2, 3, à chaque fois, ce sont des objets. John wrote a letter, objet direct. John met his neighbor, objet direct. John needed help, objet direct. Par contre, 4, 5, 6, John listened to the radio, objet indirect. John looked after the children, indirect. John commented on the poem, indirect. Donc, les transitifs, ils se scindent en deux sous-familles. Donc, la famille transitive, elle se scinde en deux sous-familles, les directs et les indirects, selon l'objet qu'ils prennent. Oui. Mais on peut dire John commented the poem et ça change pas le sens. Ça ne change pas du tout le sens, mais ça change la catégorie de verbe en fait. Mais ça, on le verra après, les verbes qui peuvent être transitifs ou intransitifs. On le verra après ça. Enfin, direct ou indirect. On le verra après ça. Mais là, ça ne change pas du tout le sens. Alors, il y a la première famille de verbes qui sont les transitifs. Si la première famille de verbes, ce sont les transitifs, c'est que la deuxième famille, ce sont les intransitifs. On va les faire tout de suite, regardez votre plaquette. Les intransitifs, contrairement aux transitifs, they do not take any complements or objects. Regardez la 7. John slept, on ne peut pas dire John slept what, something, ça ne marche pas parce qu'ils ne font pas d'objet. La 8, John died something, non, l'équivalent serait John killed something, probablement. Par contre, la 9, John shaped something, ça vous semble correct ou pas? Ah oui, c'est correct. En fait, la 9, elle est un peu compliquée, on va le voir juste en dessous. Et pour l'instant, dites-vous bien que les verbes transitifs, ils ont des objets directs ou indirects. Les intransitifs, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils ne prennent pas d'objet. Ils ne peuvent pas prendre d'objet. Par exemple, sleep, il marche bien. Vous avez. En fait, c'est compliqué un verbe qui n'a pas d'objet à trouver comme ça. Moi, j'ai que sleep en tête, donc on va dire sleep what, die what, fall, fall what, non, ça ne marcherait pas, fall. Run, ça marcherait encore, oui. John sleep on the bed. On the bed, ce ne serait pas un objet, ce serait un attribut du sujet locatif. Et ça, on va le voir après. Sur l'attribut du sujet, on va les voir après. Donc, transitif, objet. Intransitif, pas d'objet. Ok? Sleep, fall, etc. Eat, talk, etc. Alors, regardez, juste en dessous là d'ailleurs. Some verbs can be used transitively or intransitively. C'est ça qu'on disait, tout le monde. Compare. La 10 et la discipline. John smokes, intransitif. John smokes cigars, transitif direct. Vous voyez? Ensuite, John was reading, intransitif. John was reading the paper. Donc il y a des verbes qui peuvent s'utiliser comme ils veulent, les deux. Et du coup, c'est pour ça que John shaved his beard, par exemple pour la 9, il marchait aussi, parce que là il est intransitif. Mais pourquoi il est intransitif? Parce que ceux qui ont écrit la leçon, ils se sont dit, ben là je peux l'utiliser en étant intransitif. Mais ils auraient pu dire John shaved his beard, et il aurait été dans l'exemple des transitifs, par exemple. Mais typiquement, sleep, die, ils sont intransitifs. Fall, intransitif. Ok? Est-ce que c'est bon cette histoire? On va voir la dernière famille là, mais est-ce que c'est bon de cette histoire de transitif, intransitif? Ouais? Ok, parfait. Le plus compliqué, et c'est vraiment ça qui va compter pour l'examen, etc., ce sont les verbes dits transitifs. Des fois, on voit aussi bitransitif, mais ici avec Marcel, on dit dit transitif. Enfin, pas que là d'ailleurs. Les dits transitifs, comme l'on l'indique avec un petit dit devant, ils prennent deux objets. Regardez. The transitive verbs take a subject, normal, pour qu'il y ait un verbe, il faut qu'il y ait un sujet, and two objects, one direct object and one indirect object. Ça c'est important. Ils prennent toujours un objet direct et un objet indirect. Regardez la 12. Tom gave his grandmother the letter. Bon, c'est là que je vais l'écrire parce que on va parler de la structure profonde là. Alors, Tom gave his grandmother. Ok, d'accord. The letter. Parfait. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il nous dit sur cette phrase? In this sentence, his grandmother is the indirect object, the person receiving something, recipient, and the letter is the direct object or thing, i.e. the thing
that someone gave. Alors ça, c'est pas si facile que ça à comprendre. Il y a deux objets. Donc on a le sujet, le verbe, et là on a deux objets. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est direct, un qui est indirect. Donc là dans la leçon, on a vu que the letter c'était le direct, donc COD, et his grandmother c'était le COI. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Oui. Parce qu'on peut dire gave to his grandmother. Exactement. Et là, on aurait ce qu'on appelle un schéma indirect pour avoir échappé. Très bien. La structure de surface, c'est Tom gave his grandmother the letter. Mais ça ne marche pas en fait. Ce qu'on devrait dire, c'est plutôt ce que vous avez dit, la structure de profond. Tom gave something to someone. Donc, Tom gave. En fait, il n'a pas donné sa grand-mère. Il a donné la lettre à qui? À sa grand-mère. Vous voyez? En fait, il n'a pas fait l'action de donner quelque chose. Enfin, il a fait l'action de donner quelque chose. Le problème, c'est que le sujet, enfin l'objet qu'il a donné, il est après le sujet qui a reçu. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais on devrait mettre tout dans. Oui? En fait, le COD, c'est ce qu'on utilise, et le COI, c'est celui qui reçoit, en fait. Ouais, c'est ça. Qui subit l'action. C'est ça, celui qui subit l'action. Ouais. Il donnait quelque chose à qui? À sa grand-mère. Il a dit quelque chose à qui? À sa grand-mère. Vous voyez? C'est vraiment comme ça que ça marche. Les verbes ditransitifs sont assez compliqués pour ça. Mais on va continuer. In the active voice, some ditransitive verbs allow for more than one pattern. Donc, un pattern, un schéma. The two objects may follow each other directly or be separated by a preposition, comme on a dit tout à l'heure. Regardez la 13, elle veut dire la même chose, mais les objets ne sont pas répartis de la même manière. Tom gave, premier objet, his grandmother, deuxième objet, the letter. La phrase d'après, Tom gave, premier objet, the letter, préposition to, et ensuite his grandmother. Alors là, il y a les deux schémas qui se mettent en place. Bon, pour la 14, c'est pareil, mais on va voir la 14 après. Avec les verbes dits transitifs, vous avez deux schémas. Vous avez le verbe, deux objets, toujours verbe, deux objets. Vous avez soit premier objet, deuxième objet. Soit premier objet, préposition, deuxième objet. C'est les deux schémas qui existent. Ok? C'est les deux seuls schémas qui existent. Alors, regardez la 14, il y a quelque chose qui va changer. La deuxième de la 13, c'est donné Tom gave the letter to his grandmother. La deuxième de la 14, on a Jenny ordered her birthday cake for her mother. Qu'est-ce qui a changé? La préposition a changé. Et évidemment, tous les verbes en anglais ne prennent pas la préposition to. Là, je crois qu'il y a un coin. Évidemment, pas tous les verbes prennent la préposition to en anglais. Donc le problème entre guillemets évidemment, c'est que selon le verbe, on va changer de préposition. Ça, on va le voir dans l'exercice après, mais tout le monde est à l'aise avec le terme de préposition? Ouais? Ok, parfait. Alors on continue. Donc, là ça va se compliquer. Other ditransitive verbs allow one pattern only. Là c'est plus complexe directement. Regardez la A. Ça c'est ce qu'on appelle le schéma direct. The bank refused him a big loan. Quand vous avez les deux objets côte à côte, c'est ce qu'on appelle le schéma direct. Pourquoi il est direct? Parce qu'il n'y a pas de préposition. S'il y avait une préposition, ça voudrait dire qu'il y aurait un objet qui serait apparemment indirect. S'il y a une préposition, c'est qu'il est indirect. Là, il n'y a pas de préposition, ça veut dire que c'est le schéma direct. De base, c'est le schéma direct. Regardez. The bank refused him a big loan. On ne pourrait pas dire The bank refused a big loan to him. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas être en schéma indirect avec le verbe refuse. C'est comme ça, c'est la règle. Ok? Alors, s'il y a des verbes qui prennent un schéma direct, évidemment, la page d'après, c'est des verbes qui prennent un schéma indirect. Alors, the teacher explained the lesson to the students. On ne pourrait pas dire the teacher explained to the students the lesson. Moi, je peux dire j'explique aux étudiants la leçon. Voilà, vous voyez? Là, j'ai du mal déjà à traduire en pensant à la phrase. C'est parce que c'est pas le même schéma. Avec explain, describe, et vous avez notre liste en dessous, on va y arriver dans 2 secondes, vous êtes obligé d'être en schéma indirect. Ok? Donc, les différents ici, ils ont deux objets. Il y a des dits transitifs qui sont directs, donc qui prennent 2 objets.
il y a des dits transitifs qui sont indirects. Donc, premier objet, préposition, deuxième objet. C'est la règle, c'est comme ça. Ok? Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur les verbes transitifs, intransitifs, avant qu'on fasse les exercices? Et qu'on fasse une petite partie de cours avant d'ailleurs. Oui? En France, on n'a pas en français, je veux dire, on n'a pas de direct. Non, c'est très bizarre. Il a donné sa grand-mère la lettre. Il a dit non, c'est que du indirect. Il a donné à sa grand-mère la lettre. Voilà, il a donné la lettre à sa grand-mère. Il a donné à sa grand-mère la lettre. Oui, on aurait que de l'indirect. On serait obligé. Ouais, j'avais même pensé à ça, mais c'est vrai. Après, évidemment, on a des verbes transitifs et intransitifs aussi en français. Hein. Ah oui, oui. Mais on n'a pas de transitif avec un champ indirect. C'est vrai. Alors, avant de faire l'exercice, il y a 4 familles de. Ils vont donner 4 familles de verbes. D'ailleurs, ces verbes qui vont se retrouver dans l'exercice juste en dessous. On a la famille de give. Give, ok, il est simple, entre guillemets évidemment, puisqu'il y a les deux schémas qui sont alignés. Sauf que la préposition qu'on va utiliser dans le schéma indirect, c'est la préposition to. Par exemple, to is always used in the indirect one. Donc, vous avez plein d'exemples: grant, teach, bring, award, serve, hand, land, offer. Bon, vous avez plein d'exemples. Il y a la famille de order, qui est différente. Il y a toujours les deux patterns, ok, ça c'est bon. Par contre, for is always used in the indirect one. Ok, il y avait une famille de verbes qui prenaient les deux schémas, avec la préposition to, pour l'indirect. Il y a une autre famille de verbes qui prend les deux schémas, avec la préposition pour l'indirect. Là où c'est plus compliqué, c'est les verbes comme refuse, et qui s'apparentent à allow, ask, charge, cost, etc., qui prennent toujours le direct. Ok? Objet, objet. Et il y a la famille de explain, qui prend toujours l'indirect. Ok? Donc, objet, préposition, objet. Avant de faire les exercices, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui? Par exemple, on ne peut pas dire I ask the question to you. Ask a question to you. Si on pourrait dire ask a question to you. Attendez, je réfléchis. Non. He asked something to. On dirait plutôt he asked someone something. He asked me to. He asked me to do this. Ouais, là on pourrait. Mais ask me the question, par exemple. Ask me the question. Si c'est un groupe nominal, oui, on dirait on fait ça, c'est un groupe nominal. Ouais. Est-ce que c'est bon? Alors, vous faites l'exercice, l'exercice 1 d'abord. Je vous laisse 10 minutes, et on corrige? Allez.
Ouais, très bien. C'est ça. C'est bon? Alors, on va corriger. Alors, à chaque fois, vous aviez un schéma précis et il fallait donner l'autre schéma. Ok? Quand c'était possible, évidemment. Des fois, on ne pouvait pas parler de l'autre schéma, toujours rester dans le même schéma, mais avec une autre proposition. Alors, I made the cake for you. Oui? I made you a cake. I made you toujours the cake, ouais. I made you the cake. Très bien. I made the cake for you. I made you the cake. Très bien. Chez
ordered a drink for you. She's ordered you a drink. She's ordered you a drink. Ouais, très bien. They awarded him the Nobel Prize for Literature. Vous n'êtes pas obligé de répéter Nobel Prize for Literature, oui? C'est une question pour la 2. Pourquoi on a enlevé le fort? Parce que on a mis objet, on a mis le schéma direct. She's ordered you a drink. Et si on a un schéma direct, on doit enlever la proposition. Parce que, attendez, c'est quoi, c'est order, il prend deux schémas, donc là on était en schéma indirect, parce qu'il y a une proposition. Dès qu'il y a une proposition, ça veut dire qu'on est en schéma indirect. Et nous, en fait, le but de l'exercice, c'est de le mettre en schéma direct, si c'est possible, oui, si c'est possible. Donc, she's ordered you a drink. Non, attendez. Oui, c'était ça, c'est le deuxième. Oui, c'est le deuxième. She's ordered you a drink. Ok? Ok, donc la troisième. Oui. They awarded the Nobel Prize for Literature to him. Exactement. Très bien. They awarded the Nobel Prize for literature to him. So that's the two. They awarded the Nobel Prize. They awarded the Nobel Prize to him. La 4. C'était quoi la 4? He taught Latin for a few years. Oui. He taught Latin to him for a few years. Parfait. He taught Latin to him for a few years. Oui. Est-ce qu'on aurait pu mettre le to him à la fin? C'est ça. Oui, en fait, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu dire He taught Latin for a few years to him? Oui. Ça a du sens, non? Ouais, ça a tout à fait du sens. Ou même, for a few years, he taught Latin to him. He taught, for a few years, Latin to him. Pourquoi, oui? Ah, mais c'est comme les compléments. Exactement, c'est un complément circonstanciel de durée, donc de temps. Donc très bien. Les compléments circonstanciels, la règle, c'est surtout quand ils sont en groupe prépositionné comme ça. Bon, là, c'est un complément circonstanciel, ça se voit. On peut les enlever. Par exemple, he taught Latin to him. Point. Ça marcherait. Et on peut les déplacer dans la phrase. C'est comme ça qu'on voit un complément circonstanciel de lieu. Après, on verra que à chaque fois qu'on parle de lieu, on ne parle pas forcément de complément circonstanciel, et donc on ne peut pas tout enlever à chaque fois. Ok? D'accord. Et la 3, du coup, c'est pareil. Le to him, on peut le mettre avant ou après the Nobel Prize. Là, pas vraiment, puisque c'est un objet du verbe. Et ce qu'on appelle une clivée. It was to him that they awarded. La 5. Non? Oui? Parfait, très bien. C'est ça que vous allez dire aussi? Yes. Ok, donc, très bien. Cinderella's godmother granted 3 wishes to her. Très bien. Donc, c'est qui Cinderella? Cendrillon. Cinderella's godmother granted 3 wishes to her. Là, c'est pour la suivante? Yes. Oui, allez-y. He brought me the cake. Parfait. He brought me the cake. He brought the cake to me, c'est ça la phrase? Ouais. He brought the cake to me. Ça donnerait He brought me the cake. He brought the cake to me. He brought me the cake. Oui, c'est pour la suivante? Oui. Oui, allez-y. La suivante. Oui. Their grandmother told the story of her life to them. Très bien. Their grandmother told the story of her life to them. Their grandmother,
Their grandmother told the story of her life to them. La 9. Pas facile la 9. Oui. They blame on him the failure. Ça, ce serait juste changer de catégorie. C'est pas vraiment ça. Oui. They blamed him for the failure. Très bien. C'est ça. They blamed him for the failure. Très bien. Donc, they blamed the failure on him. On avait un schéma indirect qui devient they blamed him for the failure, qui reste un schéma indirect. Pourquoi? Parce que blame ne marche pas avec des schémas indirects. Il fallait juste changer la préposition. Donc, they blamed him for the failure. La 10, c'est pas facile non plus. Oui? The government provides everyone with food. Très bien. The government provided everyone with food. The government provided everyone with food. La 11. Oui. I've saved you a seat. Très bien. Depuis tout à l'heure, on voit des schémas indirects. Là, les deux dernières, c'était des schémas indirects, alors que save, hop, on repasse en direct si on veut. I saved you a seat. Ça marche très bien. I've saved you a seat. La 12. Oui. They provide nuclear weapons to the fighter. For the fighters. For the fighter. Très bien. They provided nuclear weapons for the fighters. Elle vous rappelle rien, la 12? Elle vous rappelle pas un peu la 10? Sans ça. Dans le sens inverse, c'est ça. Du coup, en fait, vous avez la réponse dans la 10. Donc, they provided nuclear weapons for the fighters. Oui? Projet, je peux faire un projet. Oui, bien sûr, allez-y, allez-y. My mom supplied chocolate to us. For us. For us. Ouais. Sinon, très bien, très bien. My mom supplied chocolate for us. Donc, my mom supplied chocolate for us. La 14. Oui. Could you make us some coffee? Très bien. Could you make us some coffee? Très bien. Could you make us some coffee? Could you make us some coffee? La 15. Oui. Will you book me a flight? Vous pouvez regarder la structure, book me a flight, would you? Mais sinon, l'ordre des objets était très bien respecté. Book me a flight, would you? Book me a flight, would you? C'est pas book? Oui. Réservé. Réservé, très bien. Ça veut dire livre en tant que nom, en tant que verbe, réservé. Ça vous plaît. Book me a flight, would you? Oui. Quand on met would you à la fin, c'est plus. C'est une requête. Après, c'est à vous d'interpréter si c'est violent ou pas comme ordre. Mais would you? Give me some water, would you? Non, c'est juste une requête. Quand on dit would you book me a flight, it's more of a question. Yes, this is a polite question. Yeah. Ça, par contre, c'est a polite question. On peut dire will you book me a flight? Si je dis would you book me a flight, c'est plus poli que will you book me a flight. Oui? Will you, c'est pas pour exprimer le doute aussi? Quand on doute de quelqu'un, on dit will you? Dans quel contexte, du coup? Will he do that? Peut-être, à voir. Will he do that? I don't know if he'll do that. Ah oui, peut-être, I don't know. Ah, attendez. Ouais, I don't know if he'll do that. Ouais, peut-être, ouais. Il nous en restait combien? Et on va s'arrêter une fois qu'on aura fini. Ouais, c'était la 16. Qui veut faire la 16? Merci. Oui, allez-y. Can you write a memo to the manager? Très bien. Can you write a memo to the manager? Très bien. Can you write a memo to the manager? 17.
check a message. Très bien. You should leave my secretary a message. Donc, si vous êtes britannique, effectivement, secretary, si vous êtes américain, secretary. Très bien. You should leave my secretary a message. Et donc, quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est très bien. Ça ne dit pas message, évidemment. Message. Message. Très bien. Can you write a memo? Non, pardon. You should leave my secretary a message. Et la 18. Et ensuite, on fait la pause. Oui. Paul fetched me the files yesterday. Parfait. Paul fetched me the files yesterday. Paul fetched me the files yesterday. Ça veut dire quoi, fetch? Oui. M'a cherché. C'est ça, c'est aller chercher. Bon, si vous jouez avec un chien, vous avez un bâton, vous pouvez dire fetch. Ça veut dire va chercher. C'est ça, va chercher. Est-ce que vous voulez que j'en remette une? Ou plusieurs? Ah, oui. Pour la deuxième, she's ordered you a drink. Ouais. Moi j'ai mis she ordered you a drink. J'ai pas mis le S après le she. Vous n'êtes pas obligé dans une version, vraiment dans une copie de traduction, ouais, mettez-le. Mais là, c'était plus pour voir l'ordre des objets. Du coup, si vous vouliez être en prétérit, vous pouviez, au lieu de perfect. Oui. Ça sert à quoi direct ou en direct? Direct ou en direct? En direct, c'est ça. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. C'est juste, ça veut dire la même chose. Mais c'est juste pour vous dire que si vous utilisez un verbe d'une mauvaise manière, il est plus en direct. En fait, c'était juste ça. C'est juste pour montrer qu'il y a différentes manières d'utiliser les verbes en anglais. C'est juste ça. Et ça peut typiquement être un examen, par exemple. Oui. Granted 3. Prépareront pour chaque rentrée le travail enseignant, faute de quoi leur participation au cours pourra être mise en question. Bon, évidemment, si vous ne faites pas les traductions, vous ne venez pas en cours. Ça ne sert à rien. Chaque fois, je vais vous dire pour la prochaine fois, faites-moi ce texte et vous le faites. Le cours n'existe pas par correspondance ni en version électronique. Les traductions ne seront pas mises à disposition des étudiants qui manqueraient les cours. Alors, si vous êtes absent, il faut que vous demandiez la traduction, la correction à quelqu'un, parce qu'on ne vous la mettra pas sur les sites. Ok? C'est comme ça, c'est la règle. Vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Non? Ce qui nous intéresse plus, c'est ça. Les supports du cours, donc la présente plaquette de texte et d'exercices. Les exercices que pour les deux premières séances. Le manuel de vocabulaire que vous m'avez montré, du mot à la phrase, ça on va voir juste après à quoi il sert, et d'autres outils. Donc il y a beaucoup d'outils en version électronique ou à la bibliothèque universitaire, mais je vous conseille quand même d'aller sur Internet. C'est plus simple quand on est chez soi, quand on travaille chez soi. On a des outils en ligne. Alors, il est où mon marqueur? Il est là. Moi, je vous conseille, vous le connaissez sûrement déjà, hein, Word Reference. Donc un dictionnaire en ligne très très utile qui vous dit même la prononciation des mots en plusieurs variétés. J'utilise aussi Google Books. Google Books, c'est pas pareil. Google Books, c'est en gros si vous voulez qui a scanné plein de livres qui les a mis sur une plateforme. Et vous pouvez aller dans option recherche avancée et rechercher une construction spécifique. Par exemple, je ne sais pas, si on a quelque chose de faux en tête, par exemple, je ne sais pas, une phrase au hasard qui était quoi, ce que vous donnez tout à l'heure. The teacher explained to the students the lesson. Si vous voulez savoir si elle est correcte ou pas, vous la tapez sur Google Books. Si elle n'apparaît pas, c'est qu'elle n'est pas correcte. Mais si vous voulez savoir, ou plutôt vérifier qu'une phrase est correcte, vous la tapez et ça va vous montrer tous les livres dans lesquels elle est présente. Okay, donc c'est assez utile Google Books. Vous avez Word Reference qui est aussi utile. Vous avez aussi Lingui. Vous savez, quand on tape une phrase, on va Lingui directement sur Google. Mais il faut s'abonner, du coup c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est les trois, moi je souviens, mais les deux là que je vous conseille. Après, vous, si vous en avez, n'hésitez pas. Oui. Reverso. Reverso. Reverso, moi j'aime pas trop.
Ouais. Moi, je vous déconseille Reverso et Google Translate. Parce qu'ils sont pas assez spécialisés, je trouve. Alors que, bon, après, vous me direz, Word Reference, il n'est pas du tout spécialisé. Mais généralement, on évite ces deux-là. Reverso encore, pourquoi pas, mais Google Translate, non. Et là, il devient vraiment meilleur en ce moment, Google Translate. Dans quelques années, peut-être que je le conseillerais même à mes étudiants. Mais pour l'instant, je conseille plutôt Word Reference. Je travaille tout le temps avec Word Reference. Tout le temps. Je suis là que je conseille. Il est très bien. Donc, on continue l'introduction au cours. Les objectifs du cours, ça c'est important. Mise en application des connaissances grammaticales et lexicales, acquisition d'idiomatisme, donc expression propre au mode de pensée spécifique d'une langue, bon ça va évidemment. Traduire le texte de manière précise, ni le résumer, ni l'inventer, ni l'interpréter. Ok, vous le traduisez, vous ne dites pas, ben là j'ai compris ça, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous n'inventez rien en fait. Savoir s'exprimer dans une langue correcte et claire, donc la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, le vocabulaire, etc. Ça va de soi aussi. Donc le programme lexical du premier semestre, et ça, c'est le manuel qu'on vous a demandé, là, du mot à la phrase. Il faut apprendre par cœur les chapitres suivants. Social life, environment and pollution, government and politics, et economic issues. Vous l'apprenez par cœur, parce qu'à l'examen, il y aura une liste de mots issus de ces chapitres, et il va falloir donner la traduction. Donc apprenez ça par cœur. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous donne quelques conseils pour l'introduction? Non? Alors, comment est-ce qu'on note une copie de traduction? Ça vous montrera comment ce qu'il ne faut pas faire. On note par point faute. Je le note juste. Je note juste point faute. Alors, les points fautes. Imaginez que vous avez la phrase suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un peut la traduire? The water was cold. L'eau était fraîche. Ouais. Alors, si vous mettez ça, ok. C'est pas que vous avez tous les points, c'est que vous avez 0 point faute. Parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a une faute, vous avez des points faute. Ok. Maintenant, imaginez, je sais pas, j'ai plus beaucoup de temps, ou alors je stresse, c'est possible, on peut stresser en temps d'examen, mais en fait, j'oublie le E. Et bon, j'ai beau me relire plusieurs fois, mon cerveau, il le met le E. Quand je dis ça, l'eau était fraîche, je ne vois pas qu'il n'y a pas de E, parce que mon cerveau, il le met le E automatiquement. Mais ça arrive. Là, attention à ce que je vais dire, vous gagnez 2 points faute. Donc en gros, sur votre moyenne, vous avez 2 points faute. 2 points faute, ça ne veut pas dire 2 sur 20. Vous ne perdez pas 2 sur 20. C'est pas comme ça que ça marche. Vous avez juste 2 points faute. Ne réfléchissez pas, vous avez 2 points faute. Ok. Bon, là, j'ai aucun point faute. Hein. Même s'il y avait ça, hein. Pareil, 2 points faute. À chaque fois que vous avez des petites fautes comme ça va être 2 points faute. Après, ça va vite, hein, 2 points faute, 2 points faute, 2 points faute, 2 points faute. Ça peut aller vite. Ça, c'est les plus petites fautes que vous puissiez faire. Donc, toujours dans les trucs à éviter, dans les conseils qu'on doit vous donner. Maintenant, imaginez qu'on trouve ça. L'eau, elle était cool. Elle est où l'erreur? Il n'a pas traduit. Il n'y a pas de? Il n'a pas traduit. Ouais, il n'a pas traduit. Dans ce contexte-là, il n'a pas traduit, très bien. Ou alors, il a, oui. Mais c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot, c'est pas le bon sens. Très bien, il n'a pas traduit parce qu'il pensait que ça voulait dire ça. C'est pas le bon sens. C'est ce qu'on appelle un faux sens. Ça vaut 6 points faute. Donc déjà, on commence à monter. Maintenant, quelque chose qui peut arriver, c'est assez rare, mais ça existe. C'est pas avec ça, hein, évidemment, pas avec ça, avec d'autres mots. L'eau était cool. Qu'est-ce qui va pas là? Tout. Voilà, on ne comprend pas parce que j'ai inventé un mot. C'est ce qu'on appelle un barbarisme. Tellement c'est un barbarisme. Donc ça ne le faites pas parce que ça vaut 8 points de faute. Déjà, 4 fois plus. Hein. Donc voilà, vaut 8 points de faute. La pire chose que vous puissiez faire, ben, c'est ça. L'eau était rien. Ça c'est 10 points de faute. On ne réfléchit pas. En fait, souvent ce qu'on a à l'examen,
c'est des étudiants qui ne veulent pas faire la partie traduction, genre ils n'ont pas le temps, ou alors ils disent je ne vais pas y arriver, du coup ils écrivent rien. Ben nous on met 0. À cet exercice-là, on met bon, ben, 0. On n'a pas le choix en fait. Dès qu'il n'y a rien, on met 0. Oui? Non, si on n'arrive pas à lire, c'est vraiment nous qui avons un problème de compréhension. Si on n'arrive pas à lire, souvent on fait beaucoup d'efforts et souvent, enfin tout le temps quasiment, on arrive vraiment à comprendre, du coup en fait ça va. Mais si on n'arrive vraiment pas à lire, ben, on ne peut pas compter le point. Mais on ne mettra pas 10, parce que vous avez quand même mis quelque chose. Si on n'arrive pas à lire, ce serait juste 2 points, je pense. Mais il faut vraiment y aller pour qu'on n'arrive pas à lire. On a l'habitude de lire plein d'écritures différents, donc vous avez quelqu'un pour ça. Ok? Donc, les fautes, elles sont très variées en anglais, mais la pire chose que vous puissiez faire, c'est de ne rien mettre. On veut toujours que vous mettiez quelque chose. Est-ce que c'est clair ça? Même un barbarisme, c'est 8 au lieu de 10, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire, mettez toujours quelque chose. Si par exemple on met le même mot en anglais, c'est-à-dire c'est la water était fraîche. Ouais. Ben là, pour moi, ce serait un problème de registre, peut-être, ce serait 2 points. Mais ne le faites pas quand même. Parce que moi, je dis 2, mais ça peut peut-être changer plus tard, et peut-être que ce sera 6 ou un barbarisme même. Ouais. Donc attention à ça. Maintenant, quelque chose qui arrive souvent, on ne sait pas ce que c'est le terme. Ça arrive, on ne sait pas ce que c'est le terme. Enfin, on ne sait pas, le terme est inconnu. Par exemple, the marble, rolled away. Ça veut dire quoi marble? Un marble, c'est quoi? Okay. C'est une bille. Une bille. Ok, c'est aussi le marbre, mais là c'est une bille. Hein. Sauf que moi, à l'examen, je ne sais pas que c'est une bille. Quelqu'un peut me traduire cette phrase en utilisant le mot bille? D'ailleurs, elle est compliquée cette phrase, c'est un énoncé résultatif, c'est assez compliqué. Je vais vous faire voir, on va dire la bille s'est éloignée en roulant. Pour comprendre, c'est quelque chose qui roule. Du coup, si vous mettez la balle, par exemple, eh ben, c'est pas que c'est très bien, c'est que c'est toujours mieux que si vous n'avez rien mis. Donc si vous ne comprenez pas, essayez quand même. Vous comprenez dans le contexte, vous interprétez ici, mais vous n'interprétez pas votre traduction, c'est ça la différence. Là, vous ne comprenez pas, vous comprenez le contexte, hop, vous mettez un mot. Mettez toujours un mot. Même si nous, après, on va devoir tout relire, etc., mettez toujours un mot, mettez toujours un mot. Oui. J'aurais mis la bille roule au loin. Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que ça marche? Je dirais que ça ne marche pas, puisque les énoncés résultatifs, on doit faire ce qu'on appelle un chassé croisé. C'est-à-dire, un chassé croisé, c'est ça. La bille s'éloigna en roulant. J'ai away qui est à s'éloigna, j'ai roll qui est en roulant. C'est ça un chassé croisé. C'est mieux de faire ça en fait pour le résultatif. Par exemple, they swam across the river, ils ont traversé la rivière à la nage. Vous voyez? C'est ça qu'on fait normalement avec les énoncés résultatifs. Mais si vous voulez, je vous montrerai comment les énoncés résultatifs, vous apprendrez à en connaître et vous pourrez faire ça. Donc tout ça pour vous dire que. Du coup, si j'ai mis la bille roule au loin, j'aurais eu 2 points faute ou 6 points faute? 2. Parce que ce serait juste un mal dit, c'est pas très grave. Ouais. C'est pas très grave. Parce que vous avez quand même mis tous les termes, vous avez compris, enfin voilà, vous aurez juste 2 points de faute pour un mal dit. Donc, nous, une fois qu'on va avoir tous ces points de faute, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concerter, on va se dire, bon ben là le texte il est un peu dur, du coup on va monter la moyenne. Ou alors le texte il est un peu compliqué, on va baisser la moyenne. Ça dépend. Généralement il est un peu plus dur, du coup on le sait, hein. On le sait quand le texte il est dur, du coup on se dit, bon ben c'est bon, on va un peu monter la moyenne. En moyenne, c'est à 120 points de faute, une copie. Alors, on ne dirait pas, mais on arrive très vite à 120 points de faute. Ok? On arrive très vite à 120 points de faute. Mais ne vous inquiétez pas, on le voit quand c'est trop dur, etc. Donc voilà, ça c'était sur les points de faute. Pour vous expliquer comment ça marche une copie. C'est-à-dire que si vous faites des fautes, vous perdez des points. Après, il y a les bonus et les malus. Si vous faites quelque chose de particulièrement bien, hop, vous pouvez avoir plus 1. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ça? J'ai pas compris. 120 points faute. La moyenne de copie c'est 120 points faute. Du coup, c'est la 120 points faute, j'aurais 10. 120 points faute, vous auriez la moyenne à l'exercice. Par exemple, s'il est sur 5, ben vous auriez 3,5 sur 5. Après, en fait, on va faire un tableau. 120, ça vaut 3,5, 121, etc., 122, etc. Enfin, on va plutôt baisser. Mais c'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est clair? Oui?
sur 20, c'est une unité abstraite de corpus. Alors, on continue. Ben, on va continuer avec les exercices. On va directement se mettre dans le bain. On va faire des exercices plutôt intéressants aujourd'hui. On va passer directement au 3 de la page 4. L'exercice 3, vous avez 3 paragraphes. Vous devez dire si les 3 paragraphes suivants sont des traductions ou des originaux. Lorsqu'il s'agit d'une traduction, soulignez les éléments qui, selon vous, justifient cette interprétation. En gros, il y a des paragraphes qui sont des traductions, des paragraphes qui sont des textes originaux. Vous me dites si c'est un original une traduction. Et quand c'est une traduction, vous me dites pourquoi vous avez pensé ça. Qu'est-ce qui vous fait penser cette traduction? Ok? Donc je vous laisse 10 minutes. Vous faites les 3, je vous laisse 10 minutes. C'est un peu.
traduction ou original? C'est une traduction. Ouais, celui-là c'est une traduction, mais à quoi on le voit? Oui. Moi, je l'ai vu à ses yeux pouvaient couper, ils étaient si pénétrants. Alors, qu'est-ce qui vous dérange maintenant? Ses yeux pouvaient couper. Déjà, ses yeux pouvaient couper. C'est pas français. C'est pas français du tout. On dirait en fait qu'il voulait dire his eyes were sharp ou quelque chose dans ce genre, ou alors ses yeux. C'est quoi? On m'a envoyé une traduction qui était pas mal, une traduction qui était pas mal pour ça. Son regard était perçant, je crois que c'est ça. Ouais, son regard était perçant. Ça marchait bien ça, son regard perçant, ses yeux étaient perçants. Mais ses yeux pouvaient couper, non, ça marche pas, malheureusement. Et ensuite, il y a un autre client. Ils étaient si pénétrants. C'est vrai que c'est bizarre de dire si pénétrant comme ça, mais si on continue, on trouve autre chose. Oui. Il y a comme tout le monde était d'accord, le comme tout le monde. Ouais. Depuis que tu es venu, ça fait longtemps depuis que, ça ne dit pas. Ouais. Et asseyez-vous, on va parler. Je l'aurais pas dit comme ça. Ouais, on va justement voir tous ces fautes en détail. Oui. Il y a également tu et vous, donc c'est Voilà. toujours le you. Exactement, il y avait ce qu'on avait dit, tu et you, tu et vous, pardon, ça rejoint le you, effectivement. Alors déjà, il était si pénétrant comme tout le monde était d'accord? Non. Avec si, on n'a que, on n'a pas comme. Il était si pénétrant que tout le monde était d'accord, mais d'accord avec quoi? D'accord avec le fait que ses yeux pouvaient couper, vous voyez? Là, on est obligé d'interpréter. Et moi, en tant que correcteur, je ne vais pas interpréter. Je vais lire le texte et me dire, ah ben c'est bon. C'est ça le texte qu'il a, parfait. Mais là, non, là, c'est pas possible ça. Ensuite, vous m'avez dit quelque chose d'intéressant, ça fait longtemps depuis que, bon, c'est vrai que la question de style, c'est pas génial, mais quand même. Et oui, cette histoire de tu es venu en ville, asseyez-vous, on va parler. C'est ça que, là par exemple, pour me dire, tiens, c'est correct, il faut que j'interprète cette traduction. Je me dis, il y a plusieurs personnes qui entrent dans la pièce, j'en vois une, je lui dis, ça fait longtemps que tu n'es pas venu en ville, et là je parle au groupe, asseyez-vous, on va parler. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interprété. Je ne dois pas interpréter. Si je vois ça fait longtemps depuis que tu es venu en ville, asseyez-vous, on va parler. Ben, si je vois ça dans une copie d'examen, je cherche en haut, est-ce qu'il y a un groupe de personnes ou pas? Et non, s'il n'y a qu'une seule personne, c'est que c'était une faute et que l'étudiant a alterné le tutoiement avec le vouvoiement. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, là aussi, c'est une faute. Et la dernière faute, c'est que normalement, le point, il devrait être en dehors des guillemets. Bon. Ça, c'est une question de ponctuation. Est-ce qu'il y a d'autres fautes dans ce petit texte? Non, pas vraiment, oui. Il n'y a pas une virgule entre asseyez-vous et on va parler? Techniquement, si, parce qu'on ne dirait pas asseyez-vous, on va parler. On dit asseyez-vous, on va parler. Techniquement, il faudrait mettre une virgule. Ouais. Après, là, c'est pas une grosse faute. C'est une question de style, mais techniquement, il faudrait une virgule ici, effectivement. Je n'avais jamais pensé à la virgule ici. Le deuxième texte, original, traduction. Original, hein, il est très bien celui-là. Il y a juste autre chose, il y a juste quelque chose qui colle. Bon, le S, soit ils ne voulaient pas mettre le nom du personnage, soit c'est un peu trop long, du coup ils ont juste mis un S. Bon, je n'ai pas revu S. Je ne me suis pas rappelé, techniquement c'est pas correct, on va dire je ne me suis pas souvenu, parce que quelque chose nous rappelle quelque chose, mais nous on se souvient de quelque chose. Du coup techniquement c'est pas correct, c'est bon. C'est quand même un original. Et là, 3 original, traduction. Ouais, traduction. Pourquoi? Oui. C'est du coup traduction littérale, notamment elle pensait musique ou alors elle se chantait elle-même, ça n'a pas de sens pour la traduction notamment. Très bien, c'est la traduction littérale, on ne veut pas ça. Donc par exemple, elle pensait musique, on voit ce que ça veut dire, mais justement, nous on veut pas avoir du. On voit ce que ça veut dire. Nous on veut avoir des phrases correctes. Après, on veut dire, apparemment, ça choque à chaque fois 50% des élèves, 50% ça les choque, des étudiants, pardon, et ça les choque pas les autres, parce que par exemple, dans des entreprises, on peut dire penser chiffre. Ouais. Donc penser à la fin du chiffre, penser chiffre. Mais une ça, par exemple, c'est ça. trop oral, trop familier. Oui, pardon? C'est comme une expression plutôt. Ouais, c'est comme une expression, et là on ne s'attendrait pas à avoir une expression déjà. Donc oui, attention. Oui? Alors, moi j'avais plus mis comme si la ville, et sans savoir que c'est Miss Kelly, écouter sans savoir que c'est C'est-à-dire comme et elle sentait comme si la ville. Ouais. Et c'est pas, pour moi c'est pas une. C'est pas français. Non, c'est du mal dit, hein, vous avez raison. Ouais. Et elle avait. Se chanter elle-même, ça m'a pas choqué. Ah ouais? Ben, qu'est-ce qui vous a choqué, vous, dans se chanter elle-même, du coup? Elle se chantait elle-même, qu'est-ce qui vous a choqué?
Elle se chantait à elle-même. Bah, c'est que je pense que dans le texte original, c'était plus dans le sens elle chantait dans sa tête pour elle-même. Ouais, she was singing to herself, on sait pas, ouais, effectivement. Mais là, en fait, elle se chantait à elle-même. C'est beaucoup trop redondant. Il y a beaucoup trop de réfléchi ici. On ne peut pas faire ça. Après, on peut dire elle chantait à voix haute, si elle chantait toute seule, d'accord, peut-être. C'est comme cette histoire de elle sentait comme si la ville, elle avait l'impression que la ville, peut-être. Ou alors, elle sentait la ville entière qui écoutait. Enfin, on peut toujours moduler, évidemment. Mais tout ça, c'est mal dit. Parce Oui. que dans le texte original, c'est she felt like. Je pense. She felt like. Du coup, she felt like the entire city was listening. C'est sûrement ça, hein. Mais en français, ça rend pas dommage. Et il n'y a rien qui vous choque, et elle sentait comme si la ville entière écoutait sans savoir ce que c'est. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Ça ne veut rien dire. Les temps ne sont pas respectés du tout. Déjà, la phrase, elle est bancale. Voilà, exactement. Déjà, la phrase, elle est bancale, et en plus, elle sentait comme si la ville entière écoutait sans savoir que c'était. Ok, d'accord, là, il y aurait déjà plus de conférences dedans. Mais là, c'est très. Il ne faut pas le faire. Voilà. Qu'il s'agissait de Microphélie, c'est mieux. C'est d'abord qu'il s'agissait de. Bon, il s'agissait, vous mettez deux après, évidemment. Il s'agissait de Microphélie. Donc, très bien. Donc voilà, là c'était un peu des choses à ne pas faire. On va refaire un exercice un peu pareil. Le 5 de la page 5 d'ailleurs. Alors, arrêtons de naviguer sur Google et discutons. Alors, apparemment, c'est un extrait de copie de l'examen NLCE. Ça a vraiment été fait. Ok? Alors voilà, typiquement tout à l'heure, je vous montrais ce qu'il ne faut pas faire au tableau. Là c'est pareil, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. D'abord, pour apprendre ce qu'il faut faire, il faut apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, typiquement, il ne faut pas le faire. Donc je vous laisse 10 minutes et on corrige. Vous trouvez les fautes, ce qui ne va pas, les mal dits, etc.
Est-ce que c'est bon? Ouais, allez. Après, il y en a sûrement qu'on n'a pas vu, mais on va les voir ensemble et on va toutes les identifier. Alors, oui, première faute. Tout en tapant sur leur téléphone. Qu'est-ce qui vous dérange en tout en tapant sur leur téléphone? Alors il y a deux choses qui me dérangent. C'est tout en tapant, ça se dit pas vraiment sur le téléphone. Et deuxième, c'est leur téléphone, il y a une faute d'orthographe. Ouais, exactement. Alors on va commencer par ça là, tout en tapant sur leur téléphone. C'est vrai que moi dans mon corrigé, on n'a pas envoyé cette faute. On va pas dire que c'était une faute, mais c'est vrai que tout en tapant sur leur téléphone, tout en écrivant des messages, pourquoi pas tout en étant sur leur téléphone, ouais, tout en étant sur leur téléphone, ça marche bien. Parce que si on est sur le téléphone, c'est qu'on l'utilise. Donc, taper, encore, moi j'aurais dit ça passe. Mais ça peut vraiment traduire typing, on peut mettre piano temps. Piano temps? À voir piano temps. On peut dire tout en utilisant. En utilisant. Moi j'aurais dit plus à l'aise avec l'utilisant par exemple. Mais là, l'action c'est vraiment écrire des messages. Oui, c'est pour ça qu'en écrivant des messages, ça passe bien aussi. On n'est pas obligé de mettre un étoffement si vous voulez. Un étoffement, c'est quand même, par exemple, typing, texting plutôt. Vous pouvez dire écrire un message. Ça, vous pouvez le faire. Hein. Si on appelle un étoffement, ça marche très bien. Là, ça marche très bien en écrivant des messages. Et il y avait une autre phrase dont vous parliez. C'est leur téléphone, il n'y a pas de S dans leur. Je le cherche. Ouais. Sur leur téléphone. Alors là, vous avez le choix. Soit leur téléphone. Soit les deux sans S, soit les deux avec. Exactement. C'est exactement ça. Soit leur et téléphone, c'est au singulier. Ça marche très bien. Soit leur et téléphone, c'est au pluriel. Ça marche tout aussi bien. Mais il faut rester cohérent avec les deux. Ok, donc vous avez une autre faute? Non, c'était pour écrire un message. Est-ce que ça serait pas compris comme une interprétation Non, puisqu'on peut le traduire comme ça. Texte, c'est écrire un message. On peut faire ça. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, écrire un message à leurs amis, là, ça aurait été de l'interprétation. Ensuite, qu'est-ce qui vous choque? Oui. Sans griller la couverture de leur attention. Alors, qu'est-ce qui vous dérange? C'est la lourdeur de la phrase. Déjà, elle est très lourde. Et sans griller la couverture, ouais. Ça n'a pas de sens en français. Et c'est très très familier, griller. Griller, c'est extrêmement familier, et on ne veut pas de familier, on veut que du formel dans le texte. Okay, même si on fait de la traduction journalistique, il y a des gens qui parlent, etc., on ne veut pas de familier. Griller, c'est beaucoup trop familier. Et même de l'attention divisé en deux, ouais, on pourrait se souvenir en disant c'est un mal dit. En fait, on comprend ce que ça veut dire, on comprend, hein, mais nous on ne veut pas comprendre, on veut lire un texte. Et là, bon, franchement, non, ça c'est pas bien, ne faites pas ça. Oui, vous voulez lever la main? C'était pour la même chose. Ok. Et du coup, c'est aussi coupé en deux et grillé qui vous dérangeait? Bah, c'était toute la phrase qui avait tout, pas oui. trop de sens. C'est un ensemble en fait, toute la phrase elle est pas très bien. Encore d'autres fautes? Oui. Ils avancent, c'est une capacité avance et. On peut le Enfin, dire. en soi, ça pourrait se dire, mais je pense que dans le contexte là, ça ne doit pas être traduit dans ce sens-là. Ouais, il faudrait avoir le texte de base pour être sûr, mais c'est vrai qu'avance, on aurait pu opter pour un autre choix. Ils prétendent, par exemple, ça marche très bien, ils prétendent qu'ils avancent. Pardon? Ils affirment. Ouais, ils affirment. Ils avancent, je suis d'accord que ça fait un peu bizarre, mais là je pense que justement il a voulu être il ou elle, hein, parce que c'est un étudiant, on ne sait pas de quelle année, 2016. J'étais là en 2016, c'est pas l'année, je peux vous dire que c'est pas l'année. Non, ouais, ils avancent, ils prétendent plutôt, c'est vrai. Ils disent, hein, même si dire on le verra, c'est évité. Oui. Est-ce qu'on peut dire ils font savoir? Ils font savoir. Je pense qu'on s'aventurait trop loin en fait. Ils prétendent. Alors, développer, je sais que ça peut choquer, mais non. Hein. Et eux, il y a tout ça pas ici, et eux de développer. Hein. Moi, on fait souvent la remarque, non, développer, c'est bon. Autre chose, il y en a encore des choses. Dans cette phrase? Non, dans le texte en général. J'allais dire de ne pas se faire prendre. Ne pas se faire prendre, ça on le dit aussi. Ne pas se faire prendre. Lorsqu'il voulait textoter, c'est pas familier textoter? Si, voilà. Il y avait deux choses familières dans le texte, c'est griller et textoter. Je le gardais pour après, mais on peut dire maintenant. Griller, textoter, vous oubliez. Enfin, vous oubliez, vous aurez sûrement pas un texte comme ça à traduire. Mais non, il ne faut pas dire ça. Se faire prendre, c'est vrai que se faire être repéré, par exemple, pourquoi pas? Oui.
devant ou des guillemets, vous les refermez derrière, évidemment. D'ailleurs, en français, on privilégie ça à ça. Hein. On préfère ça, les chevrons, les guillemets français. Parce que quand on introduit en français, on essaie de se mettre en plus dans le français. Après, quand vous ferez du thème, vous utiliserez ça, évidemment. Alors oui, je suis d'accord, ailleurs, ben, il faut encore des chevrons, il faut fermer les guillemets, sinon ça ne marche pas. Oui, vous avez autre chose? De nos jours, il y a une majuscule. Exactement. De nos jours, il faut une majuscule. On recommence une phrase, on recommence même un paragraphe, il nous faut une majuscule. De nos jours, une majuscule. Oui. Moi, c'est pour l'ancien paragraphe, enfin, lui juste avant. Ouais. C'est comme certains le décrivent, c'est pas ENT? Exactement, très bien. Comme certains le décrivent, ENT. Parce que c'est certains qui le décrivent. Exactement. Certains, c'est un sujet pluriel, il nous faut un verbe à corps de pluriel. Là, c'est typiquement, je pense que l'étudiant s'est bien relu, mais que là, il n'a pas vu le ENT qui manquait. Bon, c'est pas grave, c'est juste dommage en fait. C'est dommage de faire une petite faute comme ça. Certains l'écrivent ENT. Oui. Une étude en 2015, là, le téléphone on déclare avoir utilisé, c'est déclaré et. Oui, je l'attendais celle-là. Le téléphone ont déclaré, les utilisateurs de téléphone ont déclaré et. Celle-là, c'est une faute qui vaut 6 points faute. Ne la faites pas. Le verbe de et. Okay. Donc, on déclaré et. Effectivement. Ouais. Établi, c'est pas un peu lourd? À établi, non, c'est pas trop lourd. Par contre, il y a une faute à A et une faute à établi. Établi, il ne faut pas de T et A, pas d'accent. Parfait. A, vous enlevez l'accent, parce qu'on peut dire AB. Okay. Et établi, vous enlevez le T. Par contre, je sais pas, si vous avez quelqu'un qui établit quelque chose, bon là vous mettez un T, évidemment, on une personne au singulier plan simple, il établit quelque chose, mais là non. A établi, vous enlevez le T. I. Oui. Dont ils ont participé, ouais. C'est à laquelle ils ont participé. Exactement. Dans Dont laquelle ils ont participé, ça ne se dit pas. À laquelle on ne participe pas de quelque chose, on participe à quelque chose. Donc, à laquelle ils ont participé. On peut dire dans laquelle ou pas? Dans laquelle ben, non, je pense pas qu'on n'est pas dans une réunion. Mais dans autre chose, oui, par exemple, il y avait une maison dans laquelle ils ont vécu. Parfait. Oui. Au même endroit, je vois deux fautes. Il y a leur précédente réunion amicale. Enfin, ouais. En français, on dirait pas trop ça. Non, on dirait pas du tout ça, ouais. Et le dont ils ont participé, comme le COI, il est avant, on devrait accorder et participer avec précédente réunion amicale. Donc ils ont participé et eux, du coup? Bah, non. Ben, vu que c'est une faute, c'est difficile de dire à laquelle il y aurait juste et. Ouais, à laquelle ils ont participé parce que c'est on, il y aurait juste et. Par contre, attendez, je réfléchis. Bah, dont ils ont participé, donc ça revient à la précédente réunion. Ah oui, par contre, c'est avant. don, c'est ça le problème en fait. C'est le problème, c'est qu'il y a un don alors qu'il ne devrait pas y être. C'est le problème. Mais du coup, est-ce qu'on corrige alors qu'il y a déjà une faute? Là, il y a trop de méta, il y a trop de. C'est la méta. Par contre, je suis d'accord avec ce que vous avez mis, réunion amicale. Pourquoi ça vous dérange, réunion amicale? Bah, personne ne dit ça. Ben voilà, en fait, personne ne dit ça parce que c'est pas correct. C'est une réunion entre amis. D'accord? Une réunion entre amis, etc. Mais une réunion amicale, je vois pas personnellement ce que c'est qu'une réunion amicale. Ça ne marche pas, une réunion amicale. A friendly reunion, a friendly. Ouais, a friendly reunion. Ça se dit en anglais, mais pas en français. Exactement. Exactement. Autre chose peut-être? Je suis pas sûr qu'il y ait autre chose. Juste, j'ai mis, je pense que la façon dont ils l'utilisent, là, comme la phrase est terminée, il faut reparler du. Qu'est-ce qu'ils utilisent, c'est leur téléphone. Ah, oui, si vous voulez, le sujet, enfin l'objet, il est trop loin. On va fier, les adultes pensent que la façon dont ils utilisent leur téléphone dans des contextes. Oui, pourquoi pas. Là, c'est une question. Ouais, c'est pas vraiment une faute, mais oui, effectivement, oui. Ce serait peut-être mieux de faire. Oui. Et du coup, si on prend comme les deux paragraphes là, c'est la copie entière, ça aurait environ quelle note? Ouf. C'est pas bon. Ça, non, ça c'est pas bon, ça n'a pas la moyenne, ça par exemple. Ça va pas. Il y a trop de fautes. Ok, il y a des petites fautes, comme on a oublié les guillemets, bon, c'est pas très grave, ENT, c'est pas très grave. Mais en fait, plein de petites fautes, ça commence à faire une grande faute. Et même il y a des grandes fautes comme le ER, le U, et. Ben, je crois que c'est tout comme grande faute, mais non, il y a trop de maladies aussi. Ça aurait pas 10 comme copie. Et je crois que c'est tout. Hein. Ouais, je pense que c'est tout.
Vu qu'on doit finir avant 5, il nous reste 4 minutes. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Oui. Nous, vous avez d'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est pour On est d'Italie, c'est ça? J'ai reçu un guide à AMU. Il y a un guide à AMU, mais je pourrais peut-être vous l'envoyer si vous m'envoyez un mail, qui reprend les constructions et les fautes à éviter en français. Du coup, oui, si vous voulez, vous m'envoyez un mail, je vous répondrai. D'accord. Je vous l'enverrai. Ouais. Bon, alors, on va continuer, mais on va le faire en live. L'exercice 4. On va vraiment le faire vite fait ensemble. Voici un texte et sa traduction en français. Soulignez des passages ou des mots qui, dans la traduction, vous semblent incorrects, mal orthographiés, inappropriés ou sans aucun sens. Alors, à gauche, vous avez l'original, évidemment. À droite, vous avez la traduction d'un étudiant. Pas d'un étudiant, justement. C'est ça que je veux dire, c'est pas un étudiant. Alors, qu'est-ce qui vous choque, là? Oui? L'accent en coopération. Alors, déjà, ouais. Il n'y a pas d'accent en coopération. Déjà, ça, c'est une petite faute, hein. C'est une toute petite faute, mais quand même, c'est une faute. Oui. Plusieurs, il est mal écrit, il n'y a pas le U. Ouais, plusieurs. Ça veut dire plusieurs. Effectivement. Plusieurs, hop, petite faute, encore une fois. Ouais. Oui. Animé. Ouais, animé. La coopération animée, c'est bizarre. Là, pour lively, on comprend animé, mais non, c'est aussi pas la coopération animée. La vive coopération, encore. Ensuite, qu'est-ce qui vous choque? Oui? Ambiance mondiale, ambiance malgré. Je le cherche. C'est tout à la fin. Oui, déjà, oui. Oui, c'est mal écrit. Ouais. Très bien. Désireuse et prête à partager. Alors, qu'est-ce qui vous choque ici? Le désireuse et prête, je trouve que c'est mal dit. Alors oui, effectivement, désireuse et prête, c'est vrai que c'est bizarre. Mais surtout, regardez. Désireuse et prête à partager. Qu'est-ce qui vous choque avec le A? Désireuse Exactement. Désireux de faire quelque chose, prêt à faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a deux adjectifs, désireux et prêt, mais il y a une seule proposition. À. Et ça marche pas, ça. Oui, oui, vous le bien, non? Pardon? Outre-mer, c'est vrai ça? Outre-mer, ça veut dire quoi, outre-mer? Ça veut dire de la mer, mais on ne sait pas de quelle mer on parle. Les paysans de l'outre-mer qui demeurent chez eux en famille, on ne sait pas en fait l'outre-mer ce que c'est. Du coup, effectivement. On peut dire quoi à leur place? Ben là, vu qu'on n'a pas le texte d'origine, ce serait compliqué. Je regarde. Overseas, outre-mer, on m'avait envoyé quelque chose de bien pour l'outre-mer. Étrangère, quelque chose comme ça. Pardon? Étrangère, par exemple. Ah, étrangère. De l'étranger, pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas. Mais on avait envoyé quelque chose de bien, je pense, pour l'outre-mer. Je cherche l'outre-mer. Ah non, on m'avait rien envoyé pour l'outre-mer. Mais oui, je suis d'accord. Très bien, je suis d'accord, on parle de l'étranger. Voilà, c'est ça. On n'a pas de contexte. Donc on sépare. Outre-Manche, ah oui, c'est vrai, outre-Manche, outre-Atlantique, on comprend très bien, mais outre-mer, en général, les mers en général, ça ne marche pas. Oui? En demeurant comme un vrai membre de la famille, c'est une mauvaise traduction de Desatis Ligu as a member of the family. Ouais, je suis d'accord. Vous auriez dit quoi du coup? Enfin, vous avez une idée en tête? Vivant. Et ceci en vivant comme un membre de la famille. Ouais, ou en étant, en se sentant même, ou en étant considéré, mais oui, en vivant, c'est très bien, oui. Ouais. En demeurant, ça fait comme si on vivait dans une maison, pas avec une famille. Ouais, voilà, c'est ça qui est bizarre. Je demeure, etc. C'est vrai que c'est bizarre. Donc, ben, on recherchez toujours ces exercices au cas où il y a encore des fautes qu'on n'aurait pas vues, et faites le 1 pour la prochaine fois. Ok? Allez, ben, du coup, vous pouvez y aller, et on se voit la semaine prochaine pour le dernier cours ensemble.